concentration, 2 contre 1, Thierry. Tu vois un mec arriver en pro, il sait pas faire un 2 contre 1, c'est dur. Il y a dedans à jouer, il y a 2 contre 1. En 2 contre 1, t'es comment toi? Le 2 contre 1, Sissoko. C'est pas faire un 2 contre 1, c'est dur. Nouveau 2 contre 1 dans le Club des 5. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous. Nouvelle interview d'un joueur majeur des 5 grands championnats cette année. Un des meilleurs buteurs des 5 grands championnats. Serhou Guirassy est avec nous. Salut Serhou. Salut à vous, merci pour l'invitation. Comment ça va? Très bien, et vous? Ouais, bien, impeccable. On peut se tutoyer, hein. Je sais pas si tu nous parles à nous trois, mais on peut se tutoyer, on est tranquille. Serhou, juste avant que je présente mes amis, en 2 contre 1, t'es comment toi? Je tente. Je me dis... Ça fait but ou pas? Pas toujours, mais je me dis, à 2, ils vont réfléchir dans le sens où qui va aller le plus. Moi, je vais aller moins que l'autre. Et c'est là que tu as plus de chance. Là, t'es plus libre et tu peux terminer. Donc, faut tenter. T'es sur le terrain, tu tentes. Avec moi, Walid Acharchour. Salut Romain, salut Serhou, salut Elton. Très très content d'accueillir Serhou. Deuxième meilleur buteur derrière le grand Harry Kane quand même hein. En Bundesliga. Quand même. Énormément de pions, énormément de buts. Deuxième de Bundesliga avec Stuttgart, ça on l'oublie. Mais voilà, on est très très content d'avoir un homme très très en forme cette saison et puis qui nous décrypte un peu son parcours, parce que son parcours on ne le connaît pas assez et je pense que ça peut être intéressant d'en savoir plus. Elton Mokolo. Salut Romain, salut Walid et salut Serhou, bienvenue. J'ai dit vice-champion d'Allemagne, c'est le meilleur résultat de Stuttgart depuis 2007, ce qui est quand même quelque chose. Bon, pour les 2 contre 1, lui, il aime bien les de l'avant. Moi, je suis davantage en retrait, je suis un peu plus cérébral, donc il faudra t'adapter. Ouais, les pieds, c'est un peu moins. C'est ça. La tête va un peu mieux. C'est bien parce qu'on n'a pas du tout demandé à Elton comment il opère en 2 contre 1. Ouais. Comme ça, on saura au fur et à mesure des émissions. Ça va être cool. On en sait plus. Avec toi, Serhou, on va parler de ton parcours. Forcément, Walid en parlait déjà un petit peu, de ta saison, de ton futur aussi. Et puis, on va parler de foot. Parce que je crois que tu es un grand fan de foot également. Première question, comment ça va? Tu as fait une saison de fou furieux. On est un peu après, là, on est 1 mois et demi, 2 mois après la fin de saison. Est-ce que tu as pris du recul sur ce que tu avais réussi à faire cette saison? Honnêtement, non. Moi, je cherche toujours à performer. Après, je sais que mon entourage, quand je dis mon entourage, c'est mes potes et tout, et on va dire qu'ils gonflaient le truc, mais non, moi, c'était quelque chose de normal. Je vivais au jour le jour, et bien sûr, c'est quelque chose de beau, mais tranquille, quoi. T'as pas eu le sentiment cette saison que t'as quand même changé de dimension, que le regard des défenseurs, que le regard des adversaires, des coachs adverses ou même médiatiquement, je sais pas comment ça a été perçu en Allemagne ta saison, c'est pas le même Serhou Guirassy quand même, non, t'as pas ressenti ça toi? Si, c'est ça, je te l'accorde. Même moi, personnellement, je sais que j'ai changé de dimension, mais j'ai travaillé pour. Après, bien sûr, je suis plus regardé par les défenseurs, mais d'un autre côté, c'est un sport collectif. Ça libère des espaces pour, on va dire, mes coéquipiers. Pour les autres à côté. Ouais. Donc après, c'est bien, parce que dans le foot, c'est toujours une mise en question perpétuelle. Donc tu as toujours une humilité par rapport à ce que tu as fait, mais tu es quand même globalement... Est-ce que tu es surpris collectivement et individuellement de la saison? Si on avait dit en début de saison que Stuttgart serait... Stuttgart finit deuxième, Guirassy, deuxième meilleur buteur avec 28 buts en 28 matchs. 28 buts, bien sûr. Après avoir joué le barrage. Ouais, bien sûr. Non, on signe tout de suite. Ouais. Après, c'est... Comme le dit Elton, c'est après avoir joué le barrage, c'est ça qui est fou. Après, voilà, moi, je savais qu'il y avait beaucoup de qualité dans l'effectif. Après, voilà, franchement, on avait un jeu alléchant vers l'avant. Et à la fin des comptes, c'est pas une surprise, parce que quand je me remémore la saison, c'est quelque chose de mérité. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui étaient capables de nous tourner, quoi. On va revenir sur ton parcours au fur et à mesure de l'interview, mais juste pour rester sur cette saison-là, tu as été très fort en jeune et très vite vu comme un potentiel très très grand. Il y a eu ensuite un peu plus de péripéties dans ta carrière. Est-ce que tu te disais que tu pouvais encore réaliser des saisons comme celle que tu as réalisée cette année? Si c'était pas le cas, je pense que je ne l'aurais pas fait. Après, voilà, les qualités, elles ont toujours été là. Après, voilà, il y a certains joueurs où tout est tracé. Mbappé, Messi, Ronaldo, ça c'est des cas rares. Mais voilà, ça fait partie de la vie d'un footballeur. Et moi, je suis quelqu'un qui... Il n'y a pas d'échec, tu apprends toujours. Et ça te sert pour plus tard. Bon, on va revenir aussi sur le parcours de Serhou.
comment ça s'est passé? Comment t'es venu au foot? Et puis comment t'es arrivé dans ces centres de formation-là? Déjà, tout d'abord, moi, j'habite à Montargis. Je sais pas si vous connaissez. Si, Mes parents, ils habitent là-bas. Voilà. Tous mes potes d'aujourd'hui, ils habitent là-bas. Voilà, c'est un quartier tranquille. Il y avait un club à 2 minutes de chez moi. Moi, j'ai commencé là-bas avant d'arrêter. Parce que j'ai pas trop kiffé. Ouais. Ah ouais? Ouais, j'avais arrêté une année. Quel âge? J'avais 5 ans. Ah, d'accord, Ouais. ok, donc tout au début. Ouais, ok. tout au début. Ouais, Après, voilà, après une année plus tard, c'est mon frère qui me te remets dedans. remet au foot. Après, voilà, je prenais du plaisir. En plus, je jouais avec mes potes du quartier. Après, j'ai dû changer de club, un club voisin, Ami. Parce que, voilà, dès que je me suis mis au foot, mon objectif, c'était d'être pro. Et il y avait un peu plus de visibilité. Donc, j'ai dû changer de club pour, on va dire... Pour progresser avec? Ouais, et me faire repérer plus rapidement, quoi. Et donc, Ami, c'est ça? Et puis ensuite, t'arrives. Donc, Laval, ça se fait au bout de combien de temps? T'arrives à quel âge là-bas? À Laval, j'arrive première année de centre de formation. J'arrive là-bas. Avant d'arriver à Laval, j'ai fait 2 tests. Après, ils ont été concluants parce que ça a été mon centre de formation, mais j'ai fait 2 tests. Je me suis vite intégré. Après, moi, j'ai pas eu, on va dire, si je peux dire, ce mal de mer parce que j'ai été, on va dire, séparé de ma famille, mais T'as pas eu le mal du déplacement, de partir loin des tiens. Après, où j'allais, c'était pas un endroit anodin parce que je connaissais déjà des gens là-bas. Il y avait des oncles à moi et tout. Donc, ça a été on va pas dire un hasard, mais ça a été un bon choix. Ça a facilité ton intégration, exactement, en fait. c'est ça. Il y a un bon centre de formation à Laval? Franchement, il y a des très bons joueurs. Après, c'est pas réputé comme les Lions, tout ça, normal, mais non, t'as de quoi faire, tu peux bien bosser. Donc, Et comment t'arrives à Lille après, dans un deuxième temps? J'arrive à Lille, je crois que j'ai 17 ou 18 ans. Je fais une année en pro à Laval avant de signer à Lille. Après, avec du recul, bien sûr, je pense que j'étais un peu trop jeune avant de signer. D'aller à Lille? Ouais. Je pense que j'aurais dû rester une saison de plus à Laval. Quand tu joues à Laval, c'est en Ligue 2 ou en National? Ligue 2. Ligue 2? Ouais. Après, voilà, je saute dans le grand bain à Lille. Après, voilà, ça a été une belle expérience parce que c'est là que tu apprends, on va dire, le vrai monde pro, comment ça se passe, il n'y a pas de cadeau. Et ouais, après, ça te forge pour la suite, quoi. Lille, c'est quelle époque pour ceux qui se rappellent pas? Ouais. L'époque Hervé Renard. D'accord. Ouais. Hervé Renard. À ce moment-là, il y avait Sofiane Bouffal, Mike Maignan. Ouais, c'était cette époque-là. Ouais, à l'époque, Hervé Renard, Fred Antonetti, là, quand. Exactement. Ouais, d'accord. C'est la période où Mike Maignan devient titulaire à la place d'Enyama. À la place d'Enyama, c'est ça? Exactement. Nous, alors moi, je suis aussi suiveur du Paris Saint-Germain et les échos qu'on a eu sur Mike Maignan quand il est parti du PSG, c'est que quand il est arrivé à Lille, il s'est pris une petite claque en étant remplaçant d'abord d'Enyama. Est-ce que tu as senti une bascule chez lui dans sa manière de bosser comme ça quand il était là-bas? Après, Max a toujours été quelqu'un de très tranquille. Après, il savait où mettre les pieds parce que Enyama, c'était costaud. un monstre. Ouais. C'était un monstre. Ouais. Après, voilà, il est intelligent, il a pris son mal en patience. Et voilà, quand tu prends ton mal en patience, tout vient à point à qui c'est. Quand tu dis il n'y a pas de cadeau, il se passe quoi cette année-là? C'est là que tu apprends les vices du monde pro. Même, tu vas croire que lui, c'est ton ami, mais au final, c'est pas ton ami. Et au final, ça te donne de l'expérience pour pas faire les mêmes erreurs. T'as eu ta chance à Lille ou pas? Pas du tout. Après, c'était une période compliquée. Pour le club qui est Lille, on n'était pas à notre place. Donc, c'était compliqué de faire confiance aux... Saison compliquée, ouais. Exactement, de faire confiance aux jeunes. Après, voilà, moi, j'étais jeune, très jeune. Donc, quand tu es jeune, tu as besoin de jouer. Ou même quand tu es plus âgé, tu as besoin de jouer. Donc... moi, j'avais opté pour un prêt à Auxerre. Tu disais que t'étais pas assez... Tu t'estimes maintenant que tu n'étais pas assez mature à l'époque pour arriver à Lille. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu étais un peu impatient quand tu es arrivé? Impatient, ouais, parce que tu veux vite aller dans les grands clubs. Mais avec le recul, je pense pas que j'étais prêt dans le sens où je me connaissais pas assez pour pouvoir performer. Tu parles en termes de performance foot ou c'est... foot, en termes de performance foot, exact. Ouais. Donc il y a Lille, il y a ce prêt à Auxerre, ça se passe plutôt bien. Ouais, très bien. Non, ça se passe bien. En plus, Auxerre, c'est pas loin de Montargis. Exactement, c'est une ville voisine et non, tout était réuni. Ma famille à côté, les performances sur le terrain, donc ouais, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce qui a conditionné justement ce bon passage à Auxerre dès d'entrée?
La confiance. Bah après, moi je pense que les footballeurs ils marchent beaucoup à la confiance. C'est quand même important. Je pense que tu peux demander à pas mal de joueurs, la confiance c'est important. La confiance de l'entraîneur, des gens qui travaillent au club, c'est important pour pouvoir performer. Et moi j'ai été mis direct dans les meilleures conditions et ça m'a permis de performer. Là c'est vraiment le vrai départ de Serhou Guirassy à ce moment-là, en tant que joueur de foot. Là tu te dis que ta carrière elle prend une dimension différente. Exactement, parce que je commençais à marquer des buts et c'est ça qu'on attend on va dire d'un attaquant, et c'est là que j'ai compris que si tu veux réussir, faut performer à ton poste. C'était quoi l'équipe à l'époque à Auxerre, le coach? Le coach c'était Jean-Luc Vanucci. Ok. Ouais, après il y avait Courtet, Ruben Aguilar, il jouait à Auxerre là-bas à ce moment-là. Ouais, franchement il y avait une très belle équipe. Il y avait une bonne équipe. Alors juste avant de parler du premier départ en Allemagne, parce que c'est un pays que visiblement t'aimes plutôt bien, tu parlais de la confiance et que les joueurs de foot jouaient aussi à la confiance. Pour un attaquant, c'est encore plus décuplé, t'as l'impression, l'importance de la confiance? Ouais, franchement, pour attaquant, c'est primordial. Après, je vais pas citer de nom non, bien sûr, ici, mais tu vois des joueurs cette année qui ont perdu leur football, mais c'est juste une question de confiance, parce que les qualités, ils les ont, mais quand la confiance n'est pas là, c'est vraiment dur de... Mais plus que pour d'autres postes, par exemple? Bah ouais, parce que attaquant, tu dois faire gagner ton équipe, et quand tu as le pied qui tremble, c'est compliqué. Ouais. Y a ce départ en Allemagne, à Cologne, d'abord. Après, on parlera plus globalement du championnat allemand et pourquoi tu as l'air de bien plus aimer le championnat allemand que d'autres. Mais à ton âge, après une saison en prêt à Auxerre, comment on décide de partir vite en Allemagne? Quelles ont été tes motivations pour te dire Cologne, ça va être un bon choix parce que c'est là que je vais pouvoir me développer? Déjà, pour le moment, je pouvais rester à Lille, mais moi, c'était hors de question que je reste à Lille par rapport, on va dire, au traitement que j'avais reçu. Après, j'avais l'Angleterre aussi, mais je m'estimais toujours pas assez mature pour pouvoir aller en Angleterre, parce que l'Angleterre, C'était de la Première Ligue ou du Championship? Ouais, Première Ligue. Ouais, c'est quand même très compliqué. Et après, j'ai opté pour l'Allemagne, pour Cologne, exactement, parce que je suivais aussi, et c'était quand même un club sain où tu pouvais performer, donc ça a été, on va dire, le choix le plus logique. T'arrives après le premier passage d'Anthony Modeste, non? Ou il était encore là. Mais c'était après sa saison complètement dingue. Exactement. C'est ça. Ouais. Et donc toi, tu dois faire la jonction, et après, derrière, il est reparti sur les 3 ans que tu as eu à faire. Toi, tu prends sa place à un moment donné quand il fait ses petits départs là, quand il revient un peu après, en France. Il va en Chine, non? En Chine, voilà, il va en Chine. Ouais. Il revient à Saint-Étienne, je crois, après. C'est là que, on va dire, je prends un peu plus de galons. Après voilà, j'ai eu pas mal de blessures là-bas. Après, ça fait partie de la vie d'un footballeur, mais ouais, c'est vrai que ça m'a pas aidé. De toute façon, une blessure, ça aide jamais, mais ça m'a pas aidé. Mais après, voilà, surtout si tu recherchais ton développement. Exactement, chercher mon développement, mais voilà. Quand tu as des blessures, c'est pas anodin, dans le sens où peut-être que tu es mal préparé, et pour plus tard, tu sais que peut-être tu dois faire plus de prévention, tu sais comment prévenir de cette blessure que tu as déjà eue par le passé. Donc, comme j'ai dit, moi je suis quelqu'un qui relativise très vite, et il n'y a pas d'échec, tu apprends toujours quelque chose. Et après, donc tu arrives à Amiens, moi c'est là véritablement qu'on te redécouvre ou qu'on te découvre de manière beaucoup plus régulière. De manière beaucoup plus régulière dans notre Ligue 1. Amiens monte en Ligue 1, et notamment sur cette belle saison où on pense que Ganso va être très très bon, où il y a je crois c'est Godos exactement. Il y avait Mathieu aussi, Mathieu Bodmer, donc c'est avec Pélissier. Notamment. Exactement. Et là, tu fais une vraie bonne saison statistiquement, et même on sent que dans les gros matchs, moi je me rappelle d'un match au Vélodrome, je crois, où tu marques et ça fait 2 partout à la dernière minute. Contre le PSG, il y a le 4-4 là. Le 4-4. Il y a Gaël Kakuta aussi, il y a Manzala, donc vous avez une équipe un peu insouciante et avec des profils très intéressants. Parle-nous un peu de ce passage-là et puis de ta vraie découverte de la Ligue 1 à ce moment. Exact. Ouais, c'est comme tu as dit, c'est la vraie découverte, parce que c'est là où je joue régulièrement. Donc ça, c'était
c'était important par rapport à mon évolution de joueur, parce que la Ligue 1, c'est un gros niveau. Après, ça s'est très bien passé personnellement. Malheureusement, le club il est descendu parce qu'il y a eu la période de Covid. Ouais, Covid, ça descend sur la décision Covid. Ouais. Mais non, après, même moi, avant de venir à Amiens, j'étais en Allemagne et j'avais ce besoin de revenir en France. J'avais ce besoin de revenir en France et non, franchement, j'ai pas été déçu parce que ça s'est bien passé. C'est ce qui m'a permis d'aller à Rennes. Derrière, c'est un gros transfert en plus. C'est 10 à Rennes, millions, Ouais, Rennes. c'est ça, ouais. 10-12, je crois. C'est entre 10 et 12. Donc, il y a une hype à un moment donné, Guirassy en Ligue 1. C'est quoi le choix de Rennes ? Comment tu vas à Rennes ? Comment ça se passe un petit peu ? Est-ce que tu as d'autres sollicitations à ce moment-là ? Raconte-nous un petit peu les coulisses. J'ai d'autres sollicitations, pour pas te cacher, mais après, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne au projet. Et vous savez aussi bien que moi que Rennes, c'est quand même un club très stable. Donc, on n'a pas réfléchi longtemps parce que c'était la meilleure solution. En plus, il y avait la Ligue des Champions. Donc, tout était réuni pour pouvoir faire des belles choses. Pour toi, c'était une progression normale, linéaire, de passer d'un club Amiens qui descendait donc en Ligue 2 à un club haut de tableau, même si c'est pas le PSG, Marseille, Monaco ou Lyon, mais c'est quand même le Stade Rennais. On est quand même là. C'était là où tu voulais aller à ce moment-là, en tout cas. Ah, exactement, c'est là où je voulais aller. Quand tu passes de Amiens à Rennes, c'est quand même une grande étape. Et comme je l'ai dit, quand je prends l'historique de Rennes, club stable, très bon centre de formation, qui travaille généralement très bien. Donc c'était un choix. Et donc logique. là tu arrives à Rennes. Pourquoi à Rennes ça a pas fonctionné ? Parce que ça a été une déception, nous, en tant qu'observateurs, même s'il faudra regarder sur les statistiques, notamment sur ta fin de parcours à Rennes, quand le coach fait appel à toi, tu es souvent décisif. Mais j'ai l'impression que ton style peut-être de jeu n'a pas collé avec Rennes, ou peut-être avec Genesio, le coach à l'époque. Il y avait le duo Terrier-Laborde qui fonctionnait plutôt bien. Donc toi, comment tu as vécu ce moment-là ? Pourquoi, avec un peu de recul, parce que ça commence un petit peu à dater, c'est la faute de qui ? C'est de ta faute ? Est-ce que pour toi, tu le vois comme une déception déjà ? Est-ce que tu as la même analyse que nous ? Est-ce que toi, tu te dis que finalement, avec le recul, c'était pas si mal ? Déjà, j'arrive à Rennes, c'était sous Julien Stéphan. Ouais, Exactement. Sous Julien Stéphan. Les débuts, ça se passe très, très, très bien. Je marque, on gagne les matchs. Avant son éviction pour... Quand il démissionne, ouais. Exactement. Pour mauvais résultat, en gros. Ouais, pour Genesio. Après, c'est vrai que sous Genesio, ça a été une déception. Déception sur le plan temps de jeu. Ça a été une déception parce que je ne me cache pas, j'aspire bien sûr, à jouer tous les matchs. Et ça a été une vraie déception. Après, comme je l'ai dit, au niveau ratio but, très bon, parce que, je regarde pas, mais je pense que j'étais parmi le plus efficace en temps de jeu, c'est ça ? Temps de jeu but. En Europe aussi, tu joues et tu marques un petit peu. Limite de l'histoire de Rennes, mais bien sûr qu'un joueur de mon calibre, il aspire à jouer beaucoup plus de matchs. Et après, avec Genesio, franchement, je sais, même à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas si c'était quoi le... C'était quoi vos relations à ce moment-là ? Il y avait des explications ? Il y avait le réel problème, pas tant que ça. Honnêtement, pas tant que ça. Des fois, il y en avait, bien sûr, parce que moi aussi, je cherchais à comprendre. Ouais. Quand je sors d'un triplé, le match suivant, on me met sur le banc, tu veux comprendre. Mais ça n'a jamais été clair. Ok. Moi, j'ai l'impression que c'était... Il avait ses idées et t'en faisais pas partie. Exactement. Mais c'est quand même paradoxal parce qu'on était sur une formule à 2 attaquants, ce qui aurait dû te favoriser. Ouais, bien sûr, mais à l'heure d'aujourd'hui, je sais... Tu trouves que le traitement, il a été injuste ou pas ? Un petit peu ? Je trouve qu'il a été injuste. Après, peut-être que moi aussi, j'ai pas fait tout ce qu'il fallait, mais le traitement, il a été très injuste, bien sûr. C'est quoi, toi, si tu avais un reproche à te faire là-dessus, sur le fait de pas faire ce qu'il fallait ? Quand je prends du recul, après, c'est compliqué dans le sens où tu sens que t'es pas dans les plans. C'est-à-dire que tu vas moins t'investir. Comme je dis, ça marche à la confiance, et à Rennes, on va dire, la confiance a été complètement bafouée. Et que tu t'es investi un petit peu moins au fur et à mesure où tu as estimé que l'idée était un peu pipée, quoi. Exactement. Après, quand tu es joueur, l'entraîneur a une idée, tu vas tout faire pour la renverser. Mais au fil du temps, quand tu vois que quoi que tu fasses, ça ne change pas, toi, tu vas dire en fait, ça ne sert à rien.
Après, pour être honnête, il y avait notamment quand ils font 4e, il y a une équipe qui marche, qui joue bien. Ça tourne bien. Ça tourne bien, donc c'est dur dans une saison comme ça, quand le train est en marche et que t'es pas dedans, de le rattraper. Comment tu vis ça, toi? T'es quel genre de joueur quand ça fonctionne pas? Tu disais que tu relativises énormément, et j'aimerais que tu parles aussi de l'importance de ton entourage, peut-être de ta femme, ta famille, quand ça se passe pas comme tu veux, en fait. Quand aujourd'hui t'as un gros transfert, t'as Rennes, équipe qui joue l'Europe, et Serhou Guirassy, quand il rentre, on sent pas qu'il y a une plus-value de dingue, et toi, tu traînes ta peine, t'es combatif, tu relativises, tu dis bon bah c'est pas grave, moi je vais partir ailleurs. Franchement, quand tu es dans une mauvaise passe, c'est dur d'inverser la tendance. Et surtout quand tu as, on va dire, aucune confiance, franchement, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai un cas en particulier d'un joueur cette saison que je ne vais pas citer, mais il n'a pas perdu ses qualités du jour au lendemain. Ouais, je vois de qui tu parles. Ouais, mais je comprends. Parce que moi aussi, je suis passé par là. Quand tu vas le voir, tu vas dire, mais c'est plus jouer au foot. Mais moi, personnellement, je le comprends parce que quand t'es passé par ces moments-là où toi, tu te disais, ou même tu doutais de toi-même en disant, ouais. Bien sûr, tu vas douter de toi parce que déjà, tu joues pas. Ou même quand tu vas jouer, tu vas pas être bon. Au final, tu es dans une spirale négative. Et c'est compliqué d'en sortir. C'est quoi? T'es dans une position où tu te dis, il faut pas que je force les choses parce que je vais déjouer. Mais en même temps, j'ai l'impression que ce que je fais, ça suffit pas. Donc tu te retrouves quoi? C'est presque plus mental, c'est beaucoup plus mental que technique, que footballistique, quoi. Bien sûr, parce que comme je dis, tu perds pas tes qualités du jour au lendemain. C'est plus mental et en fait t'as une pression supplémentaire parce que même quand tu vas avoir un petit temps de jeu, tu vas te dire quoi? Si tu te loupes, je suis mort. Tu vois ce que je veux dire? La pression, elle est différente. C'est quand tu as un coach qui te donne beaucoup de confiance et tu peux louper un match et tu sais que tu joues avec plus de légèreté. Même Messi loupe des matchs, même Ronaldo loupe des matchs. Mais toi, tu sais que si tu as one shot, si tu te grilles, c'est fini pendant une période de 5 matchs. Après, peut-être tu vas revenir 5 matchs après, mais tu sais que ça va être le même problème. Si tu te loupes, encore une série de 5 matchs, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même pression. De ce que tu as décrit, c'est en gros le syndrome du gars qui doit être le héros, sinon il disparaît. Exactement. Je vais te donner une petite chance, je vais te donner un cadeau empoisonné. Si tu saisis pas, t'es mort. Déjà que si tu prends pas ce cadeau, même si tu prends ce cadeau, tu vas peut-être un peu plus jouer, mais si tu prends pas, alors là, t'es fini. Là. Alors qu'en tant que titulaire, ça serait beaucoup plus naturel, exactement, tu marcherais beaucoup plus à confiance. Tout le monde loupe des matchs, ça c'est normal. Mais tu vas avoir moins de pression, ou même tu dis, ok, j'ai fait un mauvais match aujourd'hui, mais je vais pouvoir me rattraper la semaine prochaine, je vais être revanchard, tu vois. Mais par contre, quand on voit ton début de carrière, et notamment par rapport à Rennes, et même ce qui se passe à Stuttgart, parce que moi, quand je regarde tes matchs, je me dis, attends, mais le mec à Stuttgart, c'est R9, et de l'autre côté, il tire dans la tribune présidentielle, c'est but. Rennes, on était très déçus. C'est qu'on se rend compte que tu marches beaucoup à la confiance. C'est que tu as besoin d'avoir un coach qui te fait énormément confiance pour tirer le meilleur de Guirassy. Ouais, bien sûr, je vais pas le cacher. Après, ça fait pas tout non plus, faut les oui, qualités. bien sûr. Mais, parce que moi, j'ai hyper confiance en moi, mais j'arrive pas. Mais la confiance d'un entraîneur, c'est important, on va dire qu'il cherche à te mettre bien, ça va être plus facile pour un joueur qui a confiance qu'un joueur qui n'a pas confiance, ça c'est sûr ça. Ce qui est fascinant, et c'est pour ça aussi que je trouve hyper intéressant quand on fait ces entretiens-là avec des footballeurs pros et qui marchent, etc., c'est nous, en tant que lambda amateur, moi, quand je rate mes entraînements en district, c'est normal que j'ai pas confiance. Quand on est footballeur pro, qu'on gagne sa vie avec ça, qu'on est habitué à jouer des matchs comme ça, il n'y a pas un capital confiance minimum qui est quand même là et qui permet un petit peu de surmonter par la suite. Non, on repart de zéro quand on est avec un coach si on le connaît pas, etc. En vrai, c'est ça. Tu pars de zéro parce que chaque coach a ses idées. Il y a un coach qui va préférer un style de joueur. Un autre coach, il va préférer un autre style de joueur. Après, c'est ça, comme j'ai dit, moi, ce que j'aime bien, c'est peu importe que tu marches bien ou que tu es moins bien, tu dois toujours charbonner. C'est ça la clé. Tu repars en Bundesliga après Rennes. C'est quoi ta réflexion à ce moment-là avec ton entourage, avec ton agent?
faut trouver une solution rapidement, puisque tu es quand même resté un bon bout de temps à Rennes avant de. T'es pas comme ce style de joueur qui, au bout d'un an, bon, allez, on essaye de se casser, Au etc. bout d'un an, au bout de 6 mois, Au même. bout de 6 mois, donc tu as essayé, tu as testé, et puis après, au bout de 3 ans, tu t'es dit, c'est quoi, c'est Stuttgart qui arrive. Toi, tu cherches vraiment à revenir en Bundesliga. On reparlera aussi après du facteur Bundesliga, parce que c'est un débat qui est intéressant. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, comme je t'ai dit, à Rennes, au début, ça a très bien marché. Après, il y a eu le changement de coach. Et on va dire, moi, j'avais senti cette patate. Ouais, t'as senti Bizarre. la patate. Ouais. Mais je me dis, vas-y. Ouais, on va s'accrocher. Exactement, on va s'accrocher. On repart sur une nouvelle saison. On va tout faire pour faire changer les choses. Tu vois. Au final, ça n'a pas été le cas. Et après, moi, bien sûr que même au fil du temps, vas-y, j'ai limite lâché l'affaire. Et bien sûr que de mon côté, c'était clair qu'il fallait sortir de là-bas. À ce moment-là, t'as quoi comme opportunité? Angleterre et, la même chose. Angleterre et Allemagne. Ta cote à redescendre quand même après Amiens, entre Amiens et Rennes et Stuttgart en termes de sollicitations ou non pas du De tout? standing de club qui viennent, non, c'est la même chose. Ouais, franchement, c'est la même chose. Je vais pas citer les clubs, mais franchement, c'est la même chose. Mais même personnellement, j'avais une revanche à prendre sur la Bundesliga. Ouais. Parce que quand j'y étais, j'étais jeune. Et ouais, j'avais, on va dire, une revanche personnelle. Après, c'était pas... Comment je pourrais dire ça? C'était pas le fait de prouver ou... Mais non, c'était moi, il faut que j'aille là-bas pour faire voir le vrai... Le vrai Guirassy. À ce moment-là, t'as une d'alliance à ce moment-là. Tu te dis, je vais à Stuttgart pour vraiment tout péter, pour montrer, parce que j'ai déçu en tout cas, ou même envers moi-même, je dois me rattraper. Exactement. Après, pourquoi Stuttgart? Après, j'avais d'autres clubs, mais Stuttgart, ça reste un club historique. Oui. Moi, qui regarde beaucoup le foot, je connaissais ce club, qu'ils ont joué Ligue des Champions, les matchs, j'avais regardé tout ça, et ouais. Ils te vendent quoi à ce moment-là, Stuttgart? Franchement, je connaissais déjà les joueurs qu'il y avait. Ouais. Il y avait quand même une belle équipe. T'as tu vois un bon petit joueur. Hein. Exactement, quand tu vois les Mavropanos, Borna Sosa. En plus, Latarou. l'année où tu vas, c'est quand ils font des bons petits matchs là, contre Dortmund, etc. Ouais, Quand ils gagnent 4-5-1, il y avait Koulibaly. Il y avait Silas, Koulibaly. Exactement. Il y avait Koulibaly. Ouais. Ouais. Et après, ça aussi, ça a été un facteur dans le sens où il y avait même beaucoup de Français. Francophones, tu et vois. tout. Et ouais, après, franchement, Stuttgart, j'ai pas hésité. Même au moment de la visite médicale, parce que le marché allemand, il ferme un peu plus tôt. 19h. On m'appelle pour revenir en Angleterre. Mais je dis non, j'ai déjà donné ma parole, je viens à Stuttgart. Et voilà, j'ai posé mes bagages là-bas et ce qui est arrivé est arrivé. Parlons un peu de la Bundesliga. Ouais, la Bundesliga, c'est un championnat qui nous donne l'impression de réussir aux attaquants. T'en es un des exemples. C'est quoi la diff avant de parler de la vision qu'on a de la Bundesliga, etc., mais la vraie différence que tu peux faire entre ce que tu as connu en Ligue 1 et ce que tu connais en Bundes, où est-ce que ça joue et dans quoi ça se joue? Franchement, c'est simple. En France, les équipes, elles jouent pour pas perdre. En Allemagne, elles jouent pour gagner. C'est simple. En France, tu as des très belles équipes qui vont jouer contre les moins bonnes équipes. Ça va être bloc bas. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et c'est l'équilibre avant tout. Ouais, quand tu joues au PSG, c'est quand même compliqué. Bien sûr, ça reste le PSG. Avec les stars qu'ils ont, ils doivent gagner tous les matchs. Mais ça reste quand même compliqué de jouer contre une équipe qui met le bus. Et en Bundesliga, ce qui est bien, c'est que tout le monde joue. On est là pour gagner le match, on est là pour marquer un but de plus. Quand tu marques un but de plus, tu gagnes logiquement. Donc c'est ça qui est bien. Du 18e jusqu'au premier, le mec qui va au Bayern, il va essayer de jouer et d'ouvrir. Il en prend 7, mais il a essayé de jouer. Exactement. Et c'est ce qui permet aux attaquants de briller. Aussi. Après, c'est pas que ça, mais bien sûr que quand une équipe elle ne ferme pas forcément le jeu, tu as plus de chances de t'exprimer. Et toi, aujourd'hui, en tant que numéro 9, la différence que tu vois, est-ce que les défenses sont meilleures en Ligue 1 ou c'est parce que uniquement c'est une histoire de bloc équipe où il y a beaucoup moins d'espace en Ligue 1 et beaucoup plus en Bundesliga? Parce que on va mettre les pieds dans le plat, mais pour beaucoup,
Et même les plus méchants, hein, ils vont te dire qu'aujourd'hui, en Bundesliga, quand tu passes de Bundesliga à un autre championnat, faut diviser par 2 le nombre de buts, parce que, entre guillemets, c'est pas une véritable valeur. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Parce que c'est vrai qu'on voit une différence entre ce que tu es en train de faire cette année et même l'année dernière, parce que les gens oublient l'année dernière, mais tu mets quand même ta quinzaine de buts minimum, toutes compétitions confondues. Est-ce que les gens ont raison là-dessus ou tu les trouves très très durs? Non, je les trouve durs. Après, chacun. Oui, chacun a sa vision. Chacun a sa vision. Après, Mais comme tu fais partie du championnat, c'est quand même ta vision, elle est quand même plutôt intéressante. Après, ceux qui ont cet avis, je les invite à aller. On verra ce qu'ils font. Non, mais après, chacun a son avis, mais pas forcément, parce que Haaland, il a marqué beaucoup de buts en Bundesliga, mais il en met toujours aussi autant. Voire plus. Voire plus. Donc, en première ligue. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai. Et surtout que c'est pas nécessairement une vérité, parce que sur la saison 2022-2023, les co-meilleurs buteurs, c'est Füllkrug et Nkunku qui sont à 16. Donc, ce qui, entre guillemets, tord l'idée. Exactement. Non, mais c'est une très belle analyse. On a travaillé un peu. Et comme il le dit, c'est pas si facile que ça, dans le sens où tous les grosses têtes de la Bundes, ils sont partis, mais le meilleur buteur était à 16 buts. Donc si c'était si facile que ça, tout le monde aurait step up un peu plus et on aurait mis parce plus. Que le meilleur buteur qui a 16 buts, c'est un peu bizarre, on va pas se mentir. Oui. Après l'idée, c'est que moi, si aujourd'hui je suis agent de joueur, et si j'ai un attaquant, je le mets en Bundesliga. Parce qu'il sera aussi mis dans les meilleures conditions. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs. Après, il y a aussi la notion peut-être de plaisir, les coachs qui jouent vers l'avant, etc. Non, mais après, chaque championnat a sa spécificité. En Italie, tu sais que c'est beaucoup cadenassé. Un peu moins ces dernières années. Un peu moins ces dernières années, mais de base, c'est très cadenassé. Ils ont cette réputation-là à la base. Mais non, après, ça n'empêche pas aux attaquants de marquer des buts, comme Lautaro, par exemple, il a quand même marqué des buts cette année. Mais ouais, chaque championnat a sa spécificité. En Angleterre, c'est plus physique. On nous fait vendre le côté physique, mais en Angleterre aussi, il y a beaucoup de buts. Et quand tu compares les championnats, Allemagne et Angleterre, c'est là où il y a plus de buts. Pourtant, l'Angleterre, c'est le championnat le plus difficile au monde. La notion de plaisir, toi, de jouer dans ce championnat, tu peux nous en parler. Pour un attaquant, qu'est-ce que ça procure de jouer dans ce championnat? Franchement, déjà, les Allemands, c'est des fous de foot. Tous les stades sont pleins. Même si tu vas en deuxième div, je vais prendre toi qui connais bien le foot, Walid, je vais prendre l'exemple de Hambourg. Ouais. De base, c'est un club de première div, mais quand tu vas là-bas, ils ont 65 000 pour un match de Ligue 2. Pour un match de Ligue 2, toutes les semaines, c'est quand même impressionnant. En France, on le voit avec l'Euro. Exactement, en France, t'as pas ça. C'est-à-dire, moi, je prends vraiment du plaisir là-bas. Même les gens, ils sont cool en dehors du foot. Et bien sûr, les stades, ils sont pleins. Donc, tu joues pour ça. Quoi. La vie en Allemagne, quand tu es dans une ville comme Stuttgart, qui est une grande ville, c'est une très grande ville. T'es meilleur buteur de Stuttgart comme deuxième meilleur buteur de Bundesliga. Tu peux te balader dans la rue tranquille, tu peux aller faire tes courses. C'est comment la vie là-bas? Non, en vrai, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que... Après, même sans faire genre, des fois, tu veux aller faire tes courses vite fait, tranquille. Les gens vont vouloir te parler alors que tu n'as pas forcément envie de... Tu parles allemand ou pas? Tu parles allemand, je parle allemand. Mais après, il faut se mettre à leur place. Bien sûr. Ils voient quelqu'un qu'ils aiment bien, ils veulent prendre des photos, il faut se mettre à la place, mais des fois aussi, il faut que ces gens-là se mettent à notre place, on va être tranquille. Ouais, parce qu'en fait, Serhou, il effleure, mais Stuttgart, c'est un club historique en Allemagne, c'est plus de 50 000 spectateurs, c'est un club qui a gagné beaucoup de titres de Bundesliga, et donc en gros, par rapport à ça, il y a une pression, parce que en gros, je vais dire, l'anomalie, c'est Stuttgart qui jouait le barrage, parce que je parle sous ton contrôle, les supporters, ils voient davantage européens, donc en Ligue des Champions, parfois. Est-ce que quand tu es arrivé là à Stuttgart, c'est bon dans ton développement de joueur et de numéro 9, tu étais déjà, ça y est, au niveau où tu voulais être, ou est-ce que tu as continué encore à trouver véritablement ton jeu, et où tu en es maintenant, qu'est-ce que tu estimes être ton meilleur profil, et avec quel style d'ailier, de numéro 10 autour de toi pour être au top? Après, tu progresses toujours. Mais après, voilà, ce que j'ai accompli cette année, c'est ce que j'attendais. C'est ce que j'attendais. Après, voilà, je sais que j'ai pris une nouvelle dimension.
je suis même plus mature dans mon jeu quand je fais le bilan de cette année par rapport aux années précédentes. Et ouais, j'ai aussi élargi ma panel. Parce que je mets beaucoup de buts cette année par des appels en profondeur que je faisais moins souvent avant. Ouais, t'étais plus un joueur de pivot, pivot, non, quand même. Un joueur de surface. Là, moi, je trouve que au point d'appui, là, je trouve que moi, ce que tu fais dans la surface de réparation, c'est différent d'avant, quand même. Et puis même, même sur la qualité technique, moi, voilà, t'as pas des moves exceptionnels, mais ce que tu arrives à faire sur une ou deux touches, je trouve ça quand même assez étonnant par rapport à avant. Moi, je trouve que les reprises dans n'importe quelle situation, la vitesse de réaction aussi dans la surface de réparation, moi, je trouve que tu as énormément progressé dans cet aspect. Ouais, franchement, je suis d'accord avec toi. Après, moi, j'ai toujours eu cette vision du pas neuf surface. Moi, j'aime bien, je suis quelqu'un qui aime bien participer au jeu, à l'exemple de Benzema, je le prends souvent en exemple, parce que Benzema, c'est l'attaquant que je kiffe le plus, dans le sens où il peut tout faire, il peut dribbler. C'était ton modèle quand t'étais plus je plus vais jeune. dire modèle, mais... Une inspiration. Non, mais on voit, on sait. Il peut dribbler, il peut combiner dans les petits espaces, il va vite. Il joue juste aussi. En faisant des chances simples aussi. Exactement. Sans Benzema, c'est que le foot, c'est pas faire des serpents ou... Non, c'est être efficace, faire des... Contrôle passe, à toi, à moi. Faire le bon contrôle, la bonne passe dans le bon timing, c'est ça le plus dur dans le foot en vrai. Et c'est ça qui fait la différence. C'est intéressant ce que tu dis, cette notion d'attaquer l'espace que tu n'avais pas. À quel moment tu as eu ce déclic de se dire je vais davantage attaquer l'espace pour être un meilleur attaquant, un meilleur joueur? C'est simple. Si tu veux marquer des buts, il faut courir. C'est aussi simple que ça. Donc là, à un moment, t'as réalisé et parce que là, tu nous le dis, ça a l'air très simple. C'est ça, ouais. Parce que moi, si je suis pas sûr d'arriver. Tu l'as réalisé quand que c'était comme ça? Il y a un coach qui t'a fait comprendre tout ça? Pas forcément, mais en vrai, on va dire, je l'ai développé tout seul, mais c'est ça, si tu veux marquer des buts, il faut se faire mal. Et tu te fais mal comment? En faisant des courses. Et là, au final, ça paye. Le fait d'avoir une équipe proactive avec un entraîneur très intéressant, ça facilite le travail d'un numéro 9. Ouais, franchement, ça facilite dans le sens où même tu vas moins courir. Je vais prendre l'exemple de City. Même toi, Walid, des fois, tu dis alors il a touché 2 ballons. Oui. C'est bon, là, c'est bon, il est rentré dans son émission. Là, c'est bon. Ça fait 40 minutes, c'est bon. Quand tu commences à dire, toi, Walid, c'est bon. C'est bon, là, t'es bien. Je comprends ce que tu veux dire, mais après, Arnaud, il n'a pas besoin de courir partout parce que. Parce que les gens font le travail pour lui. Il a les joueurs pour lui, on va lui demander d'être là où il faut. Ouais. Après, moi, c'est vrai, moi, j'aime bien participer au jeu, mais je suis sûr que si je prends mes ballons touchés par match de cette saison et même des saisons précédentes, il y a un gouffre. Tu vois. Après, je sais que, en vrai, toucher des ballons, c'est pas ça le Oui. Mais après, moi, ce que je reproche, c'est surtout quand en fait, quand on n'arrive pas à le trouver. Tu vois ce que je veux dire? Et encore une fois, c'est bien évidemment, que le numéro 9, quand on ramène des ballons dans la surface, qu'il soit là, et c'est ce que tu fais. Ouais, non, mais moi, j'aime bien participer. Pas être le mec qui juste il marque les buts. J'aime bien combiner. Cette année, j'ai mis des buts où j'ai été au départ et à la finition. À la finition, même comme tu l'as dit face à Dortmund. Ouais. Non, moi, je suis. C'est vrai que le but de Dortmund que tu mets là-bas, là, incroyable. Collectivement, c'est une transition incroyable. Moi, c'est la vision du foot que j'ai. J'aime bien participer et bien sûr aussi marquer des buts. Mais Serrault, tu l'as dit, mais comment un attaquant vit sans ballon en sachant que lui, il est frustré, il doit vivre de ballon? Comment tu arrives à vivre 90 minutes en sachant que, dans le cas qu'a évoqué Walid, tu vas pas toucher énormément le ballon? Moi, personnellement, pour ma part, après, même si j'ai fait du travail sur moi, limite, maintenant, je m'en fous un peu de pas toucher... 70 ballons par match. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste, il faut que je sois prêt sur le bon ballon qui va venir. Après, bien sûr que j'aime bien participer. Si je touche 2 ballons dans une mi-temps, pour moi, c'est comme si j'avais pas joué. Et ton rapport au but, tes repères devant le but? Parce que moi, j'ai l'impression que là, t'es animé.
Vraiment. Et faut rappeler aux gens qu'il met 28 buts, il a une petite blessure hein, et qu'il fait la ça canne. c'est vrai, ça, Ouais, c'est tu vrai. vois, Tu enfin, fais la canne, il fait la canne, donc il revient, etc. Il a une petite blessure avant, etc. Donc, Il y a des joueurs qui ont fait la canne où c'est plus ou moins bien passé. Et en il y deuxième a eu partie de une saison, vraie était compliqué, ouais. différence Ouais. de Vrai- perf vrai- sur la deuxième partie de saison. ouais. Toi, c'était pas trop ton cas. Non, mais ton repère, qu'est-ce qui se passe sur une touche, deux touches, dans la surface de réparation? Tu prends l'information. C'est quoi, Raconte-nous, cette année en plus avec Undav, ça marche très bien. C'est Raconte-nous quoi? un C'est petit peu, ouais. des regards sur le but constamment pour savoir où te repérer, ou tu sais déjà ou- Franchement, les gars, je pourrais même pas vous. Vous expliquez. Ouais, après, C'est instinctif. Ouais, franchement, c'est Un genre d'instinct. instinctif. Après, franchement, quand t'as la dalle d'avoir plus. Tu vois ce que je veux dire? Et Tu penses que tu marches à la dynamique, c'est-à-dire les 28 buts sont venus parce que tu as fait un gros début de saison et que. pas forcément, mais j'ai tout fait pour. J'avais fin de but. Franchement, cette année, j'ai eu fin de but comme jamais. D'accord. Et ouais, après, il y a eu la réussite aussi. Ouais. Mais non, je sais pas, j'ai travaillé quelque chose de plus ou Ou de moins. ou plus ma finition d'entraînement. Non, pas du tout. C'est juste que j'avais fin de but. Et c'est quoi fin de but? Ça veut dire quoi? Cette année, Je dois j'ai fin de marquer à tous les but. matchs. Non, mais c'est-à-dire que t'es sur le terrain, t'es conditionné dans ton déplacement, dans ce que tu veux faire. Les gars, moi, je vais toucher 15 ballons, 25 ballons, 30 Aujourd'hui, je ballons, marque. mais je vais marquer. C'est vrai, franchement, c'était ça. Aujourd'hui, je rentre sur le terrain, je marque. Il faut pas que j'arrête la série, je marque. Comment on arrive à garder l'équilibre entre là ces objectifs qui sont aussi personnels, je rentre sur le terrain, je marque et je continue ma série de marquer, et toujours en étant cohérent avec le collectif pour pas que ça prenne le pas et que ça soit trop surjoué? Après, c'est pas parce que je vais avoir cette fin de but que quand on va falloir faire la passe, je vais tirer. Parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un d'altruiste. Moi, je suis quand même un attaquant altruiste. Ce qui s'est vérifié sur les matchs cette saison. Non, quand j'ai la chance, je vais la prendre, mais quand il y a Il faut respecter le jeu. Ouais, après, même dans mon style de jeu, je suis quelqu'un qui respecte beaucoup le jeu. Même des fois, tu vas avoir une belle action, des fois, je vais pouvoir la jouer pour moi, mais vu que c'était beau, je vais vouloir refaire la passe. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, bien sûr, ça reste c'est un sport collectif, mais ça n'empêche pas un joueur d'une équipe à avoir des ambitions. Tout à l'heure, tu as évoqué Bruno Genesio et le manque de confiance qui t'avait affiché. Quel impact a eu Sébastien Hoeneß justement dans ta saison? Parce que pour beaucoup, il y a la nouvelle génération des entraîneurs allemands, mais Sébastien Hoeneß aussi se pose là. C'est un entraîneur qui est prometteur, qui était d'ailleurs courtisé par Bayern à un moment donné. Exactement. Franchement, moi, je ne connaissais pas avant. Parce que ça n'a pas été mon premier entraîneur quand je suis arrivé. Il est venu en cours. On a fait la C'était Matarazzo avant? Exactement. On a fait la relégation avec lui. Et après, laps de temps, il était court. Il n'a pas eu le temps de mettre ses idées en place et tout ça. Même si tu savais qu'il avait quand même des idées. Mais là, c'était... Les gars, je ne vais pas faire le Guardiola. Faut se sauver. Mais là, début de saison, on a acquis le maintien. Il est parti sur vraiment ses idées. Et cette saison, ça s'est vu parce que même tous nos matchs, on a la possession. On a un jeu attrayant. Donc, non, franchement, c'est un très bon coach qui a des très bonnes idées. Et franchement, ça fait la différence. Et à son niveau, mais moi, quand je vois City, comment il joue, en fait, t'es pas surpris, en fait. Les principes sont similaires, mais avec des joueurs qui sont encore au-dessus. Exactement. T'es pas surpris. Tu penses qu'on va en entendre parler de lui sur le futur Après, il a ses idées. S'il garde ses idées, après, bien sûr, il faut des bons joueurs aussi. Mais s'il garde ses idées, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Parce que sa plus belle récompense, donc c'est toi avec tes deuxième meilleurs buteurs derrière Harry Kane, c'est Mittelstadt qui est quand même latéral en sélection allemande, alors qu'il n'avait jamais été en sélection. Exactement. Après, une saison comme ça profite à tout le monde, on ne va pas se mentir. C'est ça. Même déjà le coach, qui a eu des grosses sollicitations qu'il a refusées parce que c'est un jeune entraîneur. Mais ça profite à tout le monde, même comme tu as dit, Mittelstadt qui va en sélection, alors que même moi, des fois, je lui pose la question est-ce qu'il y a un an, tu pensais pouvoir faire l'Euro? Il me dit jamais. Moi, limite, je viens, si j'ai mon petit temps de jeu, je suis content. Mais après, à Stuttgart, il voulait juste avoir son petit temps de jeu. Parce qu'il sort du Hertha, il ne jouait pas beaucoup. Qui était descendu en plus. Après, c'est là que tu vois que c'est fort ce qu'il a fait le coach, parce que il a fait évoluer des joueurs que... Furic aussi, et comme je dis, ça profite à tout le monde, parce que ça permet à Furic d'aller en sélection. Ouais.
Undav qui vient, qui va direct en sélection parce qu'il est performant. Anton, qui n'allait jamais en sélection, qui va en sélection. Après, voilà, une saison comme ça profite à tout le monde. C'est là qu'on voit l'importance des coachs quand même. Non, mais sur la progression des joueurs, etc. C'est pour ça quand je dis, bien sûr, c'est pas au même niveau, mais quand je vois City qui tue tout le monde, parce que Guardiola, il est trop fort. Ouais, la progression des joueurs. Tout à l'heure, tu disais que la confiance marchait d'un point de vue individuel pour les joueurs et pour amener les autres performances. Est-ce que ça marche aussi pour les équipes ? Je prends l'exemple de vous, Stuttgart, qui joue le maintien et qui, sur la lignée, arrive à terminer deuxième. En France, on a eu Brest, qui a eu un parcours qui était un peu similaire, avec sauvé par Eric Roy avec le maintien, et sur la lignée également. Est-ce que tu sens que c'est ce qui s'est passé sur la fin d'année dernière avec le barrage qui a conditionné tout ce qui s'est passé sur cette saison ? Non, je suis pas de cet avis, parce que malgré qu'on ait fait les barrages l'année dernière, tu voyais le potentiel de cette équipe. Après, chaque saison est différente. Il y a une saison où tu vas être avec plus de réussite. Et l'année dernière, il y a eu des facteurs où... Après, c'est le foot. Hein. Il y a eu des coups du sort qui ne tombaient pas du bon côté. Exactement. Et après, cette année, tu as eu des coups du sort qui tombent du bon côté. Les saisons, elles sont comme ça. Ça ne se ressemble jamais. Et non, moi, je suis pas d'accord, parce que... Non, c'est dans le sens où cette saison, on a tout fait pour finir deuxième. Dans ton équipe, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne suivent pas, c'est qui les joueurs les plus impressionnants pour toi et qui peuvent aller le plus haut ? Adja avec le capitaine, parce qu'il a un état d'esprit vraiment incroyable. C'est un fou du travail. Après, voilà, même pour lui, c'est une très belle récompense qui signe à Dortmund, et je suis même pas surpris. Ouais. Et, Furich, tout ça, c'est d'excellents joueurs. Stiller. Stiller, moi personnellement, c'est mon préféré au milieu. Très fort. Enzo Mio aussi. Enzo Mio, très, 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 très fort. Même Zagadou, on l'avait perdu de vue. Très bien. Zagadou qui a Malheureusement, été... il a eu une blessure, mais il est revenu à un niveau où... Ah oui, je me dis, waouh, quand même. Et parmi les défenseurs sur lesquels tu as joué, c'est qui le défenseur que tu as le plus martyrisé cette saison ? T'as vu ce que tu dis, toi. Je m'attendais à ce qu'il pose la question inverse, qui allait dire c'est qui le meilleur défenseur de Bundesliga ? Mais attendez, les gars, c'est qui celui que t'as défoncé là ? Vas-y. Ça fait 50 minutes, il y a trop d'humilité dans cette émission là. Parlons vrai à un moment donné. Et c'est qui ? De toute façon, il ne regardera pas le club des 5. Il ne regardera pas. Et celui qui t'a posé le plus de problèmes ? Celui qui m'a posé le plus de problèmes, je pense, c'est Minje. D'accord. Ouais, au Bayern. Ouais. C'est Minje. Mais celui que j'ai le plus martyrisé, après il y en a eu beaucoup cette année. Mais... juste un. Non, celui de Bochum, mais il ne viendra pas. Il ne regardera pas. Bon. Non, mais Minje, il est bon, il a été bon. Ce qui est paradoxal, parce que Minje, il a été critiqué pour sa première saison. Ouais, non, après, moi je regarde pas tous les matchs du mais face à toi, contre nous, on est allé chez eux, ils nous ont tapé et il a été bon. Et juste une dernière question sur la Bundesliga, il faut que tu nous parles du Bayer Leverkusen. Parce que vous les avez joués 2 fois et vous, c'est peut-être l'équipe qui je me souviens du match retour, qui leur a posé plus de problèmes. Minutes. Au passage, on parlait de martyriser, mais le match retour, t'as mangé la feuille. Parce que normalement, s'ils sont invaincus, t'as fait une saison énorme. Mais s'ils sont invaincus, c'est de ta faute. C'est grâce à toi. Tu sais que j'ai un pari en cours avec ce match. Mais tu devais quoi ? Non, parce qu'à 2-0, moi je me dis Stuttgart gagne. Non, mais c'est vrai. Exactement, je dis à 2-0, je fais la vérité. Si Leverkusen égalise, je me tends en blond. Et là, t'as Andrich qui met le but. Et là, depuis, je dois le faire. Et lui, il a 2 grosses occasions à 2-0. Je te cache pas. Non, c'est vrai que je te cache pas que je t'ai regardé bizarrement après le départ. Non, c'est vrai que j'ai 2 grosses occasions que je dois mettre. Mais franchement, Leverkusen, ce qu'ils ont fait cette année, c'est vraiment incroyable. En fait, même leur jeu, limite, il était similaire au nôtre. Et franchement, moi, c'est des matchs que j'ai vraiment pris du plaisir à jouer, même si bien sûr tu joues contre des putains de défenseurs, mais c'était vraiment des gros matchs, et c'est ça que t'aimes, les gros matchs, te frotter au gros, et c'était des très belles parties. Nous, au début, quand on voyait Leverkusen, on se disait bon, ok, tube de l'été, tube de l'automne, tube de l'hiver, puis à partir de 2024, quand on voit la série qui se prolonge, on se dit on est peut-être en train de vivre un truc un peu historique, etc. Quand t'es adversaire de ça,
tu t'en rends compte aussi? Est-ce que tu te dis aussi ah, ok, bon là quand même, typiquement, tu mènes 2-0, dans ce match-là. Ils l'ont fait justement, plein de fois. est-ce que tu penses justement sur le terrain? Sur le terrain, tu penses au fait que tu joues face à un 2-0, t'as pas gagné, quoi. complètement... t'as pas gagné. Franchement, honnêtement, bien sûr, tu l'as en tête parce qu'ils l'ont fait à pas mal de reprises quand même, tu vois. Et moi, je me suis posé la question sur le match, je dis 2-0. Je dis, vas-y, normalement, là, c'est bon, là, normalement, tu vois. Quand elle m'a dit, Walid, c'est vrai que j'ai loupé des occasions, mais après, au final, ils l'ont refait, mais je pense que sur ce match, on a été volé quand même. Ah ouais? Ouais, on a été volé quand même. C'était volé dans le sens où c'était pas mérité. Le temps additionnel est un peu trop long. Ouais, Et même, il n'y a pas coup franc. Il n'y a pas coup franc. Si, il y a coup franc, mais à la suite du but, il y a une poussette, il y a une main, il y a une main qui profite vraiment à Hendrich, qui marque. Si c'est une autre équipe, elle allait siffler. Après, c'est comme ça. Il y a une saison où tout réussit comme Leverkusen. Vous avez vu beaucoup de matchs d'eux quand même. Et des coups francs anodins, le gardien il va faire ça, la balle va rentrer, mais notre saison ça passe pas, tu vois ce que je veux dire. C'est comme ça. Après, ça résume pas l'entièreté de la saison parce qu'ils ont fait une saison incroyable. Points quand même. Ouais. Nous, franchement, on s'est régalé devant c'était cool à voir. devant leur match et devant les Stuttgart Bayer Leverkusen aussi. Bon, Serhou, il faut qu'on parle de ton futur maintenant. Tu as signé au Borussia Dortmund. Félicitations. Merci. Avant de parler du choix de Dortmund, il fallait passer à autre chose. Tu voulais partir de Stuttgart, tu voulais passer une autre étape dans ta carrière? Pour Stuttgart, je suis très reconnaissant parce que en vrai, ça a été que des putains de moments. Mais après, voilà, le chapitre Stuttgart, il est terminé dans le sens où après, bien sûr qu'il y avait la LDC cette année. Mais terminé parce que dans le sens où je me dis, ça va être difficile de faire mieux. C'est quand même une clause libératoire qui était plutôt sympathique, plutôt attrayante. 17,5 millions d'euros. Pour un attaquant qui met 28 buts, c'est cadeau. Hein. Pour un numéro 9, quand tu vois le marché des neufs... Les prix auxquels sont partis les numéros 9 l'été dernier, on est sur du 2, 3, 4 fois plus. Colomboigny 90, Højlund 80. C'était 80, ouais. Après, c'est pas le même âge aussi, Højlund, mais... Tu te dis quoi, il y avait une vraie opportunité à saisir pour certains clubs. Est-ce que le Borussia Dortmund est venu tout de suite? Est-ce que ça a été ton premier choix? Est-ce que tu as eu d'autres discussions potentielles? J'ai eu des discussions potentielles. Après, c'est vrai que Dortmund, ils sont positionnés relativement tôt. Et après, voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est les négociations, ça s'est fait très vite. On n'a pas trop perdu de temps, donc ça a été important. Après, ça n'a pas été le plus important parce que mon choix, il a été pré-réfléchi, avec ma famille, chercher la continuité aussi. Tu voulais rester en Allemagne? S'il n'y avait pas Dortmund, j'aurais dû quitter le championnat. Parce que Bayern avec Kane, ça aurait été un peu compliqué. Bayern, ils ont dit à Kane. Après, Dortmund, ça reste le deuxième plus gros club d'Allemagne. Donc, ouais, c'est la continuité et Dortmund, c'est le choix parfait. Moi, je trouve que c'est un choix très intelligent. Parce que oui, la Première Ligue, les sirènes de la Première Ligue, c'est bien. Mais encore une fois, la stabilité, la continuité dans les clubs, les coachs qui se font virer. Là, tu as quand même un renouveau avec Dortmund, avec l'arrivée de Nuri Sahin. Tu connais le championnat, tu kiffes l'Allemagne, tu es dans ton élément, tu as tes repères, tu as un transfert qui n'est pas mirobolant. Ça aussi, c'est hyper important, moi, je trouve. On a eu des exemples, on ne va pas tous les citer, mais de mecs qui ont complètement plongé par rapport à la pression qu'ils ont eu du prix du transfert. Moi, je trouve quand même que sur le papier, après, je ne sais pas ce qui va se passer, hein, mais c'est quand même le choix le plus réfléchi et le plus cohérent, surtout, je trouve. Tu as parlé avec le coach, Nuri Sahin, justement, qu'on connaît moins, hein, nous. On le connaissait en ça va être sa première expérience dans les 5 grands championnats en tant que numéro 1. Mais comme Terzic, c'était sa première expérience aussi. Aussi. Tu lui as parlé pour qu'il t'explique à peu près comment il veut te faire jouer, dans quel système, après, honnêtement, si... Il va le faire jouer 6, apparemment. La question. Avant de signer dans un club, c'est important de parler avec le coach. Avec le coach, parce que même quand le coach il t'appelle avant de signer, ça donne des signes quand même positifs. Donc ouais, c'est très important et j'ai pu parler avec le coach, bien sûr. Il va y avoir de la concurrence, mine de rien, puisqu'on a Niklas Füllkrug qui, à l'Euro, est plutôt bon avec l'Allemagne.
C'est pas quelque chose qui te fait peur, ou est-ce qu'il t'a parlé peut-être un système à 2 attaquants? Je sais pas, comment tu vois ça? Honnêtement, dans tous les bons clubs, tu es obligé d'avoir des bons attaquants, dans le sens avec l'enchaînement des matchs, Ligue des Champions, championnat, coupe. Tu peux pas faire une saison à un seul attaquant, c'est pas possible. Donc c'est normal qu'il y ait de la concurrence et non, ça me fait pas peur du tout. Elton, c'est vrai que des attaquants qui font le step d'un club de Bundesliga un peu moins huppé, sans manquer de respect à Stuttgart, et qui arrivent dans les clubs au-dessus, Füllkrug, j'en parlais, c'est un des Werder, Dortmund. C'est un des meilleurs exemples, mais cette bascule-là, elle se fait plutôt facilement en Bundes. Hein. Oui, aujourd'hui, Guirassy passe du vice-champion d'Allemagne au vice-champion d'Europe. C'est ce qu'on doit retenir. Et ça, il y aura forcément beaucoup plus de pression. Après, pour Dortmund, c'est cohérent parce que depuis quelques années, là, ils sont sur un marché beaucoup plus national. On a vu Füllkrug, on a vu Sabitzer qui est arrivé. Donc, c'est des joueurs qui sont beaucoup plus aguerris, beaucoup plus performants parce que l'année prochaine, Dortmund aura beaucoup plus de pression. Oui, il y a eu la finale de Ligue des Champions, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont terminé 4e de Bundesliga. 5e de Bundesliga. À 30 points du Bayern. Ouais, à 30 points du Bayern. Donc par rapport à ça, Dortmund, il vient de l'expliquer, c'est quand même le 2e plus gros club du championnat allemand. Et par rapport à ça, ils doivent être beaucoup plus performants. Et là, avoir quand même le 2e meilleur buteur de Bundesliga, franchement... Sur le marché des neufs, qui est quand même un marché très difficile parce que les prix peuvent s'envoler, c'est quand même une superbe acquisition. Moi, je trouve que c'est un deal gagnant-gagnant. Ah bah bien sûr. Clairement. Toi, ça t'intéressait, ça aussi, ce challenge-là, de te dire, c'est un grand club, tu le dis, le 2e meilleur club d'Allemagne, mais qui sort pas forcément d'une saison, même s'il y a finale de Ligue des Champions, qui sort pas forcément d'une... C'est quand même fou. C'est fou de dire ça, je sais, hein, mais qui sort pas d'une saison hyper glorifiante, notamment d'un point de vue national, à pouvoir arriver dans ce club-là et faire ce challenge-là, ça t'intéressait? Bien sûr, après, comme j'ai dit, bien sûr qu'ils n'ont pas fait la saison qu'ils auraient aimé faire. Moi, j'ai joué 3 fois contre eux cette année, on a gagné 3 fois. Mais ça ne veut pas dire que Dortmund, ça reste un mauvais club. Dortmund, ça reste Dortmund, et même s'ils ont terminé 5e, ça reste le 2e plus gros club d'Allemagne, et c'était un choix complètement logique pour moi. En plus, tu vas retrouver un gros public, un énorme stade. Je pense que tu t'es éclaté à Stuttgart, tu vas continuer de t'éclater. Hein. En vrai, c'est de la continuité parfaite, en fait. On attend la première célébration face au mur jaune. On sera là, samedi 15h30. Je crois qu'il a aussi des repères là-bas. Tu dis que Stuttgart a gagné 3 fois, mais je crois que tu as marqué 3 fois sur les 3 matchs. Ouais, c'est ça, j'ai marqué 3 fois sur les 3 matchs. Ouais. La ferveur, quand tu es adversaire de Dortmund et que tu arrives dans ce stade-là, et que tu vois ce mur jaune-là, ça joue après, quand tu explores tes possibilités, et ça rentre en compte, cette ferveur-là? Déjà, quand tu es adversaire et tu joues dans un stade bouillant, moi j'en ai fait l'expérience cette année, ça a été très compliqué de jouer là-bas, parce que leur public il pousse pendant 90 minutes, et limite ça donne un coup de pouce vraiment énorme à la performance. Exactement, à la performance, et c'est un coup de pouce pour tout le monde, et jouer chaque 2 semaines devant un public comme ça, ça fait rêver, quoi. La trajectoire de carrière, quand même, elle est sympa, non? Non, mais parce que on prend un peu de recul. Il y a 30-40 minutes, on parlait d'Amiens. On parlait de Laval. La Licence, c'est bien. Non, mais avec tout le respect que j'ai pour tous les clubs, etc. La Licence, c'est un beau stade. Moi, je te dis qu'à 28 ans, te voir à Dortmund, il y a 4-5 ans, je mets pas une grosse pièce dessus. Grosse pièce dessus. Il faut être honnête. Et là, te voir aujourd'hui à 28 ans au Borussia Dortmund, c'est beau quand même. C'est en termes de mentalité. Faut rien lâcher, hein. Non, mais c'est inspirant pour les jeunes joueurs, hein. Il y en a qui prennent l'ascenseur, d'autres prennent l'escalier. Moi, je trouve que c'est un bel exemple, hein. Bien sûr. Après, voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas d'échec, tu apprends toujours, et aujourd'hui je suis à Dortmund et c'est là que je dois être, quoi. T'es content quand même, parce que je vois que tu... Non, bien sûr, je suis très content, mais... Comme je dis, moi, t'es focus. Mais il sait... Attends. Il sait qu'il y a beaucoup de travail, là. Il sait que la patate, elle arrive derrière sur la pression, etc. Non, c'est là que je dois être, quoi. D'accord. Oui, je m'y attendais, quoi. J'aimerais aussi qu'on parle de la sélection. Bien sûr. Parce que c'est important, quand même. Ça, c'est important aussi. La sélection... J'imagine que tu as plein de sensations différentes quand vienne la sélection, et il faut qu'on revienne notamment sur cette CAN
qui a été assez compliqué pour toi parce que physiquement, t'étais pas au point, quoi. T'étais blessure, retour de blessure, pas à 100%. T'es dans un pays où t'es le meilleur joueur, actuellement, t'es le meilleur joueur guinéen, le plus performant en tout cas. Est-ce que t'as ressenti cette pression-là véritablement pendant la CAN et comment tu l'as vécu, toi? La pression, non. Dans le sens où... Quand t'es dans une saison comme ça, t'as pas de pression en vrai. En cas, t'as pas de pression négative. Après la CAN, ça a été compliqué parce qu'en vrai, j'étais blessé. Tu pouvais vraiment pas jouer. En vrai, je pouvais pas jouer. C'était quoi? C'était un bluff total, l'histoire de quand tu rentres contre la Guinée équatoriale? Non, parce que dans le sens, c'est pas après, quand t'es joueur, t'as envie de jouer. Ouais. T'as envie de jouer. Surtout, t'es dans la CAN, t'es dans le mood. Tu dis, j'ai envie de jouer. Surtout même quand tu fais reconnaissance terrain, tu vois le grand stade. C'était le stade de la finale. Ouais, tu dis, j'ai envie de jouer quand même. Mais après, au fond de moi, même le coach, il savait très bien que... Et même lui, il savait moins que moi, dans le sens où je vais donner des infos. Ouais, si, je peux jouer. Non, tu l'as un peu bluffé. Mais non, en vrai, j'étais vraiment blessé. Bon, en vrai, je pouvais même pas jouer, je pouvais même pas sprinter. En vrai, je pouvais rien faire. Mais je voulais quand même participer, c'est normal. Ça t'a frustré de pas être en forme, enfin de pas être prêt à ce moment-là pour une CAN? Après, la vie, c'est comme ça. La vie, elle est comme ça. Hein. Ouais, parce qu'en plus, l'équipe a fait quand même plutôt un bon résultat. Ils font quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est un parcours historique. Voilà, historique. Tu rentres les 15-20 dernières minutes contre la Guinée équatoriale pour mettre un peu de présence et je pense peut-être mettre un peu de peur. On en avait parlé avec Fousseni Diawara qu'on avait reçu après la CAN pour t'associer avec Bayo sur la fin de match. Bon, à la 90e, il met ce but. Derrière, contre la RDC, tu démarres pas, tu peux pas démarrer. Donc on a senti que c'était un petit coup de bluff de t'envoyer comme ça Moi, comme je dis, en fait, j'avais besoin de quand même participer. Après, c'est vrai que j'ai été frustré parce que tu veux jouer tous les matchs. Mais après, même pour mon bien et pour le bien de l'équipe... il fallait pas forcément... Ça représente quoi pour toi de jouer avec ton pays, la Guinée, aujourd'hui? Parce que tu disais pas de pression. Nous, on voit, on lit, il y a quand même de la pression sur toi parce que aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, tu as changé de dimension. Tu es le deuxième meilleur buteur de Bundesliga, tu es le meilleur joueur guinéen. Tu étais dans la discussion pour le Ballon d'Or africain à un moment donné et tu vas peut-être l'être sur les prochaines années. Donc on attend les stars africaines, on attend beaucoup et notamment au pays. En plus, vous avez une génération très très sympathique avec des joueurs de ballon, des joueurs très intéressants. Vous venez de gagner en Algérie. Vous venez de gagner en Algérie. Donc la pression, toi tu dis que tu l'as pas. Moi en tout cas, je ressens que tu l'as et que tu vas l'avoir. Non, après moi. Parce que pour l'instant, et je terminerai là-dessus, j'ai pas le Guirassy. Pour être totalement honnête, que je vois à 15h30 sur beIN Sport, je ne l'ai pas totalement avec la Guinée. De toute façon, sous cette réflexion, tu as raison, parce que quand tu vois en termes de buts, c'est pas les mêmes. Mais après, moi, j'ai pas de pression négative sur moi. Dans tous les cas, moi, je veux toujours bien faire. Et moi, j'ai toujours une pression, on va dire, positive où je veux performer, tu vois. Après, la Guinée, c'est un pays de football. Il y a quand même beaucoup d'habitants, 14 millions quand même. C'est beaucoup. Non, après, moi, quand je vais en sélection, c'est... Déjà, je veux nous rendre fiers, nous, parce que c'est nous les premiers à jouer, mais bien sûr, rendre fiers tous les supporters qui y a derrière nous. Mais après, c'est sûr que en sélection et en club, c'est pas les mêmes facteurs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on pourrait avoir le meilleur Guirassy avec la Guinée? Est-ce que c'est impossible par rapport aux conditions qui sont très très différentes en Afrique, par rapport à ton style de jeu? Parce que tu es quand même quelqu'un de très athlétique, de véloce, qui peut faire mal à n'importe quelle défense. Sur le papier, ça match. Pourquoi? C'est quoi? C'est une animation? C'est toi qui arrives parfois pas dans ta meilleure des formes? Est-ce que c'est un objectif d'être meilleur avec la Guinée? Bon, moi, je te souhaite pas la Coupe du Monde parce que t'es dans le groupe de l'Algérie, tu m'en voudras pas. Mais si tu veux, on la regardera ensemble.
mais en tout cas, ça doit être pour toi de vivre une Coupe du Monde avec la Guinée, ça doit être exceptionnel. Pour moi, ça doit être un objectif de vie. Bien sûr. Surtout avec les. Déjà, même quand on était 10, petit, ouais. tu regardes parce qu'on est français, tu regardes la France, ça fait rêver. Et nous, maintenant, en tant que joueurs, on a cette possibilité de jouer la Coupe du Monde. Bien sûr que c'est un objectif. Et clairement, oui, bien sûr, même moi, personnellement, c'est club, sélection, aucune différence en termes de performance. Après, vas-y, ça peut être une question d'animation, mais après, voilà, c'est... Tu veux pas parler, j'ai l'impression. Non, c'est pas ça, mais après, c'est plus compliqué. Et c'est pas question c'est parce que c'est l'Afrique ou... C'est pas une excuse, ça. Non. Ça doit pas être une excuse. Bien sûr, parce que... C'est une question d'automatisme, parce que vous ne voyez pas souvent, il y a pas... Moi, je pense que c'est plus une question d'automatisme. Parce que, comme l'a dit Walid et tout, il y a des bons joueurs. Il y a des joueurs de ballon, mais c'est... Agibou Camara. Bien sûr. Non, pour moi, c'est toute une question d'automatisme. Et pourquoi vous êtes sur la bonne voie? Pour toi, vous êtes sur la bonne voie et ça va... Parce qu'en fait, là, on a le sentiment, vous avez battu l'Algérie, et derrière, en fait, les grosses équipes, et derrière, quand il faut faire un peu le jeu, etc., j'ai l'impression, moi, que c'est un peu plus compliqué. Ouais, non, mais c'est... Comme tu dis, on va faire un coup de ouf en Algérie, parce que c'est vraiment compliqué de gagner là-bas. Et au final, pour perdre contre la Mozambique, c'est bizarre. C'est du gâchis, en fait. C'est du gâchis, exactement. Et non, moi je pense que c'est un problème d'animation qu'on doit tous essayer de régler ensemble. En fait. Et ça évoque quoi d'être un Sili? Parce que Foussini Diawara nous avait parlé du retour après le quart de finale, il nous avait dit que c'était de la folie. Ouais, franchement... Parce que c'était la première fois que vous gagnez un match élimination directe en Cannes. Non, franchement, Blaise, c'est... Dans la nouvelle formule. C'est des fous de foot, hein, vraiment. Même si on n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire, parce que c'était juste... Quart de finale. Mais quand on est entre pays, c'était tous là pour nous accueillir et tout. Et non, franchement, c'était beau. Ton statut dans cette sélection, tu sens qu'il a évolué sur les dernières saisons, que ça y est, t'es complètement le référent, que ça soit sur le terrain, mais aussi en dehors dans le groupe? Moi, j'essaie toujours d'être le référent. Moi, je suis quand même un leader de base. Donc, après, en sélection, bien sûr que je dois montrer l'exemple et c'est normal après. Parce qu'en plus, on va peut-être terminer là-dessus, mais tu as une équipe, tu parlais de Agibou Camara, Morlaï Cissé. Assomo derrière. Même un Tarja Kabi avant sa grave blessure, qui avait fait pour moi une très très bonne CAN. Le petit Amadou Diawara. Malheureusement, Naby Keïta est trop blessé et trop fragile, mais tu sens quand même qu'avec la nouvelle génération, tu as encore Assia Gassila qui roule sa bosse en Ligue 1. Il y a de quoi faire. Moi, souvent, je suis frustré avec la Guinée, tu vois. Non, je me dis que... Il y a des raisons de l'être, parce que, comme tu le dis, il y a du bon matos, mais on n'arrive pas à le bonifier pleinement. Quoi. Après, il faut aussi que la Fédé... on en avait parlé avec Foussine Diawara. On a vu les dernières infos. Voilà, il faut aussi qu'ils essayent de mettre tout en œuvre pour vous. Mais... Ouais, aussi, non, mais c'est important, surtout en Afrique, parce que tous les matchs sont compliqués en Afrique, ça, faut le savoir. Surtout quand tu joues à l'extérieur, ça, c'est compliqué. Est-ce que dans l'abord, juste pour terminer là-dessus, dans l'abord de certaines rencontres, tu dis là maintenant que toutes les rencontres sont compliquées, mais il y a des moments où voilà, il peut y avoir un petit peu de relâchement. Je prends l'exemple de la Mozambique, tu vois, mais tu fais une grosse perf, tout le monde n'est pas encore connecté pour confirmer encore ça. Bien sûr, après ça, c'est comme en club. Hein. Après, c'est logique, tu vas jouer l'Algérie, t'as pas besoin d'aller chercher de la motivation. Surtout là-bas, le stade, il est plein. Tu sais que ça va être un match excitant, tout le monde veut le jouer. Après, tu joues Mozambique, pas beaucoup de supporters. Il faut se faire mal. Et des fois, c'est compliqué. Après, c'est pas forcément... Une excuse. C'est pas une excuse, bien sûr, mais ouais, faut aller chercher cette motivation. Parle-nous du match de l'Algérie un peu. T'as ressenti comment ce match-là souffrir, toi. Non, mais ça m'intéresse. Comment t'as senti l'Algérie? Moi, j'avais été très déçu de la rencontre. Derrière, on va s'imposer très difficilement. Je sais même plus où. En Ouganda. Mais parle-nous un peu de l'ambiance, de ce que t'as donné l'impression de l'équipe d'Algérie, toi sur le terrain. Ça m'intéresse. Franchement, l'ambiance, c'était rien à dire. Le stade il était plein. Ouais. De toute façon, moi, je sais déjà comment ils sont les gens par rapport au foot et même par rapport à la sélection. Donc, l'ambiance, rien à dire. Après, moi, je trouve que vous êtes un peu trop dur avec la sélection par rapport à ce match. Après, bien sûr, ils ont perdu ce match, mais moi, je trouve que... Ils méritent mieux sur le match. Moi, je trouve qu'ils avaient quand même
ils nous ont fait plus mal qu'on leur a fait mal, moi je trouve. Après, bien sûr qu'ils n'ont pas été efficaces devant le but, mais moi je trouve que vous êtes un peu trop dur par rapport à ce match. Ou peut-être c'est parce que. T'as gagné. Non, ou peut-être vous pensez pas que la Guinée c'était fort. Peut-être c'est pour ça. Je sais pas. Non, mais après ça reste un résultat négatif. Et puis même, en fait, vous les avez attendus, mais dans la production du jeu, en fait, c'est un peu ce qui s'est passé pour vous contre le Mozambique. C'est qu'on regarde que, en fait, sur beaucoup d'approches tactiques en Afrique, celui qui laisse le ballon, l'initiative et qui derrière a un peu moins de pression, est capable de faire mal derrière. Et vous avez, surtout en deuxième mi-temps, moi je trouve qu'il n'y a pas photo. Vous avez été bien meilleur. Donc, mais en Afrique, en vrai, c'est limite. Quand t'as la balle en Afrique, limite t'es en danger. C'est comme ça. Pour terminer, quand tu vois la génération et le groupe dans lequel t'es avec la Guinée, confirmé en CAN avec encore des objectifs, peut-être faire mieux qu'un quart de finale et une potentielle qualification en Coupe du Monde, ça te paraît crédible, possible là avec ce que vous avez ? Bah déjà, ça paraît crédible par rapport aux joueurs qu'il y a déjà. Après, bien sûr qu'il manque beaucoup d'ingrédients pour que ça se fasse, mais bien sûr que l'objectif c'est Coupe du Monde, même si on a un groupe serré avec l'Algérie, mais ouais, Coupe du Monde, y aller, ça va être historique et bien sûr la CAN atteindre au moins le dernier carré parce que pour moi, quart de finale, moi avec mon ambition et même celle de mes coéquipiers, c'est de faire au-dessus. C'est rien. Ouais, toi, j'ai l'impression que le quart de finale, il t'a rien fait. C'est bien, mais c'est pas un truc de ouf. C'est la vérité. Bah c'est bien, tant mieux, ça donne des ambitions. Il y a une CAN au Maroc qui va être intéressante pour tout le monde. Ouais, 2025. 2025. Ça va être bien. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Tiens, dernier point, excuse-moi. Je me demandais parce qu'à chaque fois il me regarde, je me dis qu'il m'a un truc. Par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations, tiens, en janvier, qui va sûrement être en janvier. C'est décembre. En décembre. Est-ce que sur ton futur club, il y a des discussions là-dessus ? Est-ce qu'on t'impose, on te dit est-ce que tu vas faire la Coupe d'Afrique ? Parce qu'il y avait eu cette histoire avec Onana. Et ça m'intéresse. C'est intéressant, mais moi je n'ai jamais eu de telles discussions avec n'importe quel club. D'accord, sur ça. Non. Ok, très bien. Bon, bah, tant mieux. Merci. Merci Serhou, en tout cas, c'était un plaisir. Ça va, on ça fait 3 mois que j'essaie de l'avoir, c'est bon, on l'a vu. Il devait faire le tour des vacances, c'est moi qui je vais partir. Il a fait 1h30 de route pour venir, et il est venu 30 minutes avant. Il y a beaucoup d'invités qui ne sont pas là à l'heure, qui sont un peu en retard. Et des invités qui mettent pas 28 buts en Bundesliga. J'en ai même eu des mecs qui ont eu 2h30 de retard. Moi j'étais surpris, je suis arrivé, il est déjà là. Il était avant tout le monde. Merci à toi pour ta disponibilité et puis pour ton franc-parler aussi, parce que c'était très cool. C'était très cool d'avoir ton ressenti. Merci Alton. Merci à toi. Merci Walid. Merci à Fares Hachem et à Maurice le meilleur pour la suite. Qui ont préparé et réalisé cette émission. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, les socios, si vous aimez bien ce qu'on fait. Et quand on a des entretiens comme ça, on n'a pas souvent le deuxième meilleur buteur de Bundesliga à la maison, donc si vous pouvez liker, ça nous aide énormément. On va chercher à voir Harry Kane, mais ça me paraît. Tu parles anglais ? Moi je parle anglais, mais entre parler anglais et comprendre l'anglais d'Harry Kane, il faut y aller. You are good striker. Allez, passez une très très belle journée et à très vite sur la chaîne du Club 5. Ciao tout le monde. Salut. Perfect.